Bonjour, bienvenue dans la dernière vidéo sur le chapitre 7 agrométéorologie en Belgique. Donc aujourd'hui on va simplement détailler les informations qui peuvent être trouvées dans un bulletin agrométéorologique et on va s'intéresser au cas de la Belgique. Alors un type d'information qui est quand même intéressante dans un bulletin agrométéorologique, ce sont les précipitations. Donc vous voyez ici deux cartes euh, qui sont découpées selon un certain maillage. Et pour chaque maille, chaque pixel, on va avoir une information en termes de précipitation mesurée en millimètres. Alors à gauche, vous avez le total des précipitations pour le mois d'avril 2002. Et pour le graphique de droite, vous avez le calcul qui a été réalisé, la différence entre ce qui est les précipitations en avril 2002 et les précipitations moyennes sur la période 1992-2001. Voilà, alors on observe que dans certaines zones, les précipitations sont supérieures à la moyenne en pourcent et dans d'autres zones, elles sont inférieures à la moyenne. Voilà. Alors je vous invite vraiment pour chacun des graphiques à faire l'exercice, tous les graphiques qui suivent, à faire l'exercice de faire une pause dans la vidéo, regarder le graphique, essayer de le comprendre, de l'analyser et quand vous pensez avoir bien compris, écoutez la suite de la vidéo pour voir si ce que vous avez compris est correct ou non et éventuellement identifier certaines erreurs. N'hésitez pas évidemment à m'envoyer vos questions par mail si vous en avez. Alors ceci vous montre les précipitations. Donc c'est un graphique avec en abscisse le temps. Donc on est du 1er janvier au 21 avril. Et en ordonnée, vous avez les précipitations cumulées en millimètres. On est sur le littoral et qu'est-ce qu'on observe? Deux courbes, l'une rouge et l'autre en bleu. Alors, la courbe rouge intitulée LTA, c'est pour Long Term Average, ou en d'autres termes, la moyenne à long terme, la normale. Et en bleu, on a les précipitations pour 2015. Et voilà, ça nous permet de comparer une année par rapport à la moyenne. Les précipitations pour tel mois ou telle période de l'année sont-elles supérieures ou inférieures à la moyenne? Pour les précipitations, ça devient surtout critique quand les précipitations sont inférieures à la moyenne en période de culture, donc en période de végétation. Voici ici des informations sur la somme des températures. Donc vous vous souvenez, la somme des températures, on la calcule en faisant la température minimale plus la température maximale mesurée sur une journée divisée par 2, donc la température moyenne de la journée. Et on fait température moyenne moins température seuil, donc la température à partir de laquelle on a un développement de la végétation. Souvent, on va utiliser 0, mais ce n'est pas systématique. Et on va sommer ces valeurs sur toute la période de végétation en général. Alors si la soustraction des températures moyennes moins la température seuil est négative, eh bien on ne soustrait pas des valeurs, on n'additionne pas ces valeurs négatives, on les considère comme nulles. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de développement de la plante à ce moment-là. Donc à gauche, vous avez la somme des températures entre décembre 2001 et avril 2002. Et à droite, on a comparé cette somme des températures par rapport à la moyenne 1992-2001. Et donc ça nous permet de voir si en tout cas, ça nous permet d'avoir une petite idée de est-ce que notre végétation, peut-être pour entre décembre et avril, peut-être pas vraiment, mais si la végétation va être en avance ou en retard par rapport à ce qu'on observe d'habitude. Bon, alors en général, c'est plutôt sur la période
de croissance de la culture, que ça va se voir pas en plein milieu de l'hiver. Je devrais changer mes cartes. Voici encore la somme des degrés jour par rapport à la moyenne pour le mois de mai 2006. Donc ça, c'est tout de suite un mois qui est un peu plus intéressant. Et donc on peut identifier s'il y a une diminution ou une augmentation de cette somme des degrés jour. Et donc, ça, comme je le disais, nous donnera une information sur l'état de développement de la culture en comparaison à une année normale. Encore une information sur la somme des températures. Vous avez 6 courbes en bleu qui représentent et 3 couleurs pour 3 régions. Les traits continus représentent les normales et les traits pointillés les valeurs pour l'année en cours, ici 2015. Vous avez en ordonnée la somme des températures. Vous voyez qu'il est bien indiqué qu'on est en base 0 degré Celsius. Donc la température seuil ici est de 0 degré Celsius. Et vous avez en abscisse les jours de l'année. Et on va du 1er janvier au 29 juin. Et donc, qu'est-ce qu'on observe pour cette année-là? Au niveau des polders, la somme des températures a été inférieure à la normale. La même chose en SB et en Gaume, on a une petite période. A priori, la somme des températures en 2015 suit assez bien la somme des températures normales. Donc, on a une année qui semble assez normale. Peut-être à la fin, on a une légère augmentation de la somme des températures au mois d'avril. Évidemment, il faut voir un peu comment se poursuit cette évolution par la suite. Alors, dans les bulletins agrométéorologiques, on peut aussi avoir des informations issues de la télédétection. Ici, vous voyez 2 cartes de la Belgique pour avril 2002 et mai 2002. Et on a calculé, au moyen des indices de végétation dont je vous ai parlé, l'écart relatif de la productivité végétale, donc en avril et en mai, par rapport au même mois en 2001. Et donc on voit par exemple ici qu'au mois d'avril, la végétation était en avance par rapport à 2001. Puis au mois de mai, elle est en retard. Donc vous voyez qu'en fonction des conditions météorologiques, on peut avoir très vite des modifications des tendances et donc du développement de la végétation. Même information issue de la télédétection, donc on a l'écart relatif de la productivité végétale en juin et sur la période mars-juin 2002 par rapport aux mêmes périodes en 2001. Ici, rien d'impressionnant, donc on a semblerait-il, une légère avance de la végétation et tant au mois de juin que sur la période mars-juin. A priori, les conditions étaient relativement favorables au développement de la biomasse. Même type d'information, donc écart relatif de la productivité végétale en juillet et pour la période mars-juillet 2002. Vous voyez qu'en juillet, en fait, on a eu une diminution de la productivité. Pourquoi ça? Il faudrait observer les autres cartes pour le dire. Et du coup, pour la période mars-juillet 2002, pour mars-juin, vous voyez qu'on était un petit peu en avance. Pour mars-juillet, par rapport à 2001, en fait, on a pratiquement la même chose en termes de développement de biomasse. Une autre manière d'utiliser des cartes de télédétection, donc vous voyez ici, on a classé automatiquement les différences de NDVI en 2015 par rapport à la moyenne long terme, long term average, pour la période janvier-avril. Donc vous voyez qu'on a 5 classes et on a suivi le développement du NDVI de ces 5 classes. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Et donc vous pouvez, et on peut comparer le NDVI
calculée en 2015 par rapport à la moyenne. Donc on a cette comparaison sur le graphique. Voilà, grosso modo, par rapport à la moyenne, on est systématiquement au-dessus pour l'année 2015. Encore des images issues de la télédétection. Ici, on a classé en fait les pixels, donc des points sur le territoire, en fonction en fait de leur avance ou de leur retard par rapport à de développement évidemment de la végétation, par rapport à une période de référence qui est la période 2000-2011. Et donc les points verts, eh bien, ça signifie qu'en ces points-là, par rapport à la moyenne 2001-2011, la végétation semble être en avance de 20 jours. Pour les points en jaune, rien. Pour les points en rouge, eh bien, on est en retard, donc la végétation semble moins développée qu'en moyenne sur la période 2011. Les zones en grisé sont des zones où il n'y a pas assez d'observation à cause de la présence de nuages, et les zones en blanc sont des zones où il n'y a tout simplement pas de culture. Alors ici on observe les deux graphiques qui nous présentent le NDVI, donc l'évolution du NDVI dans deux régions différentes, le Condro et la région lumineuse. Donc on est encore pour l'année 2015, donc c'est toujours l'année 2015 qui nous intéresse, donc qui est représentée en rouge, et on compare ce qui se passe durant l'année 2015 par rapport à la moyenne qui est en vert. Donc ici on va regarder comment évolue le NDVI. Donc le NDVI, je vous rappelle, c'est un indice qui est mesuré au moyen de la réflectance obtenue dans le rouge et dans l'infrarouge. Donc ces réflectances émises par la végétation et captées par des capteurs dans le cadre de la télédétection. Et donc ce NDVI est un indicateur de la quantité de biomasse. Les pointillés au-dessus de la courbe verte représentent la valeur maximale historique, et les pointillés en dessous de la courbe verte représentent les valeurs minimales historiques. Et qu'est-ce qu'on observe en 2015 ? Ça corrobore un peu ce qu'on a observé sur les autres cartes. Bien, le NDVI est supérieur à la moyenne. Voilà. Donc, probablement que la biomasse est mieux développée que les autres années, tout simplement. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Si on veut faire le bilan, eh bien, les conditions culturelles semblent favorables au début de cette année 2015, avec des valeurs d'indice de végétation NDVI supérieures à la moyenne en janvier et début février. Plus tard, en février et en mars, le NDVI baisse, bien que sa valeur reste supérieure à la normale. En avril, il y a une reprise du NDVI, sauf pour les classes 1 et 2. Vous pourrez aller voir le graphique auquel on fait référence, c'est les graphiques avec les différentes classes. À la fin avril, la valeur du NDVI sont de 5 à 17% supérieures aux valeurs moyennes. Les valeurs élevées du NDVI peuvent s'expliquer par les conditions météorologiques automnales qui ont permis une bonne croissance de la biomasse avant l'hiver pour les cultures céréalières qui dominent au niveau de leur biomasse pendant l'hiver et le début du printemps. Le développement phénologique reste cependant normal pour l'instant. Voilà. Donc ça, ce sont véritablement les informations qui sont tirées d'un bulletin agrométéorologique. Concernant les rendements, donc souvenez-vous que les bulletins agrométéorologiques utilisent les informations issues du BCGMS. Vous vous souvenez, le BCGMS, donc on va prendre des informations sur les cultures, des informations de type météorologique. On va mettre tout cela dans un modèle de croissance, donc un modèle mathématique qui va estimer les rendements.
D'accord. Ces rendements peuvent être affinés au moyen des informations statistiques obtenues sur les cultures, quels sont les rendements généralement obtenus pour telle ou telle culture, et peuvent également être affinés au moyen d'informations de télédétection. Donc, ce modèle BCGMS est bien entendu utilisé pour la réalisation des bulletins agrométéorologiques, c'est ce qui est écrit ici. Donc pour les cultures d'hiver, hormis le colza, le modèle sélectionné intègre une composante, donc modèle sélectionné BCGMS, une composante tendance, une composante agrométéorologique ainsi qu'une composante télédétection. La composante tendance a été calculée sur base des rendements agricoles des 20 dernières années. La composante agrométéorologique détermine le rendement final en fonction des conditions climatiques sur la période 1er décembre-31 mars. Enfin, la composante télédétection repose sur les indices de végétation dérivés de l'imagerie satellitaire. Pour le colza, seules les composantes tendance et télédétection sont prises en compte. Donc dans ce cas-là, on n'utilise pas le modèle mathématique qui permet de faire la simulation de la croissance des plantes. Et donc pour les rendements, les rendements des années 2000 et 2001 ainsi que les rendements prévus pour 2002 sont présentés à la figure 3 que je vais vous montrer dans un instant. Pour une culture donnée, le rendement au niveau national est calculé à partir du rendement de la circonscription via un coefficient de pondération qui reflète l'importance de la superficie cultivée dans la circonscription. Globalement, les prévisions sont froment d'hiver, hausse de rendement de plus ou moins 12 quintaux par rapport à 2001. Colza d'hiver et maïs fourragé, rendement proche de ceux de 2001. Betterave sucrière et pommes de terre binge, augmentation par rapport à 2001. Donc voici les graphiques pour le froment, l'orge et le colza. On a les rendements 100 kg par hectare pour 2000 en mauve, 2001 en rouge et 2002 en doré. Voilà. Maïs, betterave et pommes de terre sur les graphiques de droite. Voilà. Ce sont bien entendu, donc pour le troisième graphique, ce sont des prévisions. Et vous voyez qu'on a une petite barre, une petite boîte à moustaches qui nous indique en fait l'incertitude sur les valeurs qui sont présentées là. Donc le rendement qui est présenté peut être plus petit ou plus grand. On a une incertitude et on a calculé cette incertitude sur les prévisions de rendement pour l'année 2002. Alors juste pour être bien d'accord par rapport à des définitions, donc qu'est-ce que ça signifie une année ou un niveau anormal, très anormal, exceptionnel ou très exceptionnel? Quand vous avez un niveau d'anormalité anormale, ça veut dire que le phénomène est égalé ou dépassé en moyenne une fois tous les 6 ans. Très anormal, c'est une fois tous les 10 ans, exceptionnel une fois tous les 30 ans, et très exceptionnel une fois tous les 100 ans. Alors ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas parfois observer 2 années de suite un phénomène anormal, mais en moyenne, il va apparaître tous les 6 ans. Autre information qu'on retrouve dans les bulletins agrométéorologiques, les jours de gel. Vous voyez pour 2002 et 2003 le nombre de jours de gel enregistrés de janvier à mai. Donc voilà, certaines plantes ont besoin d'une période de gel prolongée pour ensuite pouvoir tout simplement germer ou produire des graines. Donc voilà, le nombre de jours de gel est aussi une donnée importante. Ici, on a des informations concernant le stress hydrique, donc le nombre de jours à stress hydrique au cours du mois de juillet 2003, respectivement pour le froment d'hiver à gauche et le maïs à droite. Alors pourquoi le nombre de jours de stress hydrique est supérieur pour le maïs que pour le froment? Eh bien tout simplement parce que le maïs est plus sensible
à la sécheresse que le froment. Voilà. Et vous vous rendez bien compte que le froment, on va le récolter plus tôt aussi que le maïs. Donc il ne va pas être au même stade de développement au mois de juillet. Ils ne vont pas être au même stade de développement au mois de juillet. Nombre de jours de stress hydrique pour la culture du maïs au cours du mois de juillet et cumulé sur les mois de juillet et d'août. Mais c'est plutôt mauvais. Plutôt nombreux le nombre de jours de stress hydrique, donc pas très favorable à la culture. Idéalement, pour certaines zones, il faudrait envisager l'irrigation. Des informations sur les rayonnements moyens. Donc la carte de gauche, la carte de gauche, on ne regarde pas, ce sont des précipitations. Carte de droite, écart du rayonnement moyen du mois d'août par rapport à la moyenne 1992-2003. Le rayonnement moyen va nous donner une information sur aussi la photosynthèse. Donc si le rayonnement moyen est faible, il y aura probablement, ça peut expliquer une moindre production parce qu'il y aura moins de photosynthèse. Autre information, la réserve en eau du sol. Donc ici on a 4 cartes. La carte A, donc en haut à gauche, représente l'état des réserves en eau utile du sol. Donc eau utile du sol, c'est l'eau qui sera disponible pour la plante en pourcentage du maximum à la fin du mois de mai. Et la figure, donc la carte de droite, en haut à droite, c'est à la fin du mois de juin. Donc c'est bien le pourcentage par rapport au maximum qu'on pourrait avoir. En dessous, on a la différence en pourcent entre la réserve en eau utile des sols en 2011 et pour une année normale aux deux mêmes périodes. Donc en bas à gauche au mois de mai et en bas à droite au mois de juin. Et qu'est-ce qu'on observe donc sur la carte en bas à gauche? Eh bien tout simplement que la réserve en eau utile du sol est relativement faible par rapport à une année normale. On a des zones en jaune, donc ça veut dire que c'est moins 60 à moins 50% par rapport à une année normale et entre moins 40 et moins 50 pour le vert clair. Donc on a quand même probablement des problèmes de précipitation. À droite, on voit que pour le mois de juin, par rapport à la normale, eh bien, on est toujours en dessous, même si c'est un petit peu moins critique. Donc, il faut croire qu'entre le mois de mai et le mois de juin, on a réussi à reconstituer un petit peu les réserves en eau du sol. Voilà. Ceci, tout simplement pour vous montrer, vous donner un lien vers le bulletin agrométéorologique belge. Je vous invite quand même à les consulter. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur la Dropbox. Pour les plus récents, je vous invite à aller consulter le site BCGMS du CRA. Vous tapez tout simplement bulletin agrométéorologique Belgique CRA sur Google. Vous tomberez sur les bulletins agrométéorologiques. Je vous invite à au moins en lire un dans son entièreté. J'ai souvent à l'examen des questions qui sont relatives au bulletin agrométéorologique. On a passé beaucoup de temps là-dessus.